Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Bonjour chers auditeurs, content et ravi de vous retrouver sur les ondes de votre radio Ifriqiya FM et c'est votre émission mensuelle Carrefour d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder une catastrophe qui secoue actuellement la région sahélienne et subsaharienne de l'Afrique. Les inondations dévastatrices en Afrique, le bilan est lourd, donc ces 2 derniers mois, des milliers de vies perdues et des millions de personnes touchées. Comment expliquer un tel désastre ? Pour répondre à cette question, Samer Yahyaoui, expert en hydraulique, qui va nous éclairer sur les infrastructures hydrauliques et leur capacité à résister à ces crues exceptionnelles. Donc ces infrastructures sont-elles adaptées à des conditions climatiques aussi extrêmes ? Depuis le début de la saison des pluies en juin, les crues soudaines ont provoqué des destructions massives, routes coupées, écoles endommagées, maisons emportées. Les gouvernements de ces pays-là ont mobilisé ces ressources, mais l'ampleur des dégâts rend la gestion de cette crise extrêmement difficile. Nazim Sini, expert en changement climatique et en économie, nous expliquera comment ces événements impactent directement les infrastructures économiques de ces pays-là. La réponse gouvernementale est-elle à la hauteur des besoins sur le terrain ? Élément de réponse dans cette émission, bien sûr. Ces inondations ne sont pas qu'un phénomène isolé, elles sont largement amplifiées par les effets du changement climatique. Le réchauffement global entraîne une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes et la région sahélienne, particulièrement vulnérable, en subit durement les conséquences. Dr Fomba Rodriguemé, climatologue et consultant en changement climatique, nous rejoindra pour expliquer comment ces transformations climatiques modifient les cycles des précipitations dans la région. Quel lien peut-on établir entre ces inondations et le réchauffement climatique ? Comment l'Afrique subsaharienne et l'Afrique sahélienne peut-elle se préparer face à ces phénomènes qui semblent de plus en plus fréquents et violents ? Quelles solutions envisager pour protéger les populations ? Autant de questions qui seront abordées dans cette émission. Avant donc d'entamer le débat justement, je tiens à saluer le chroniqueur d'Ifriqiya FM, Samuel Akizimana, qui sera à mes côtés durant cette émission. Samuel, bonjour à toi. Bonjour. Je le disais donc que notre sujet d'aujourd'hui est un sujet d'actualité, donc qui bouleverse le continent africain. Il s'agit de ces inondations en Afrique. Donc vous avez suivi ces inondations et leur impact sur les populations donc sahéliennes et subsahariennes. Donc peut-être un commentaire pour commencer sur ce désastre climatique. Oui, c'est vrai. On est toujours en train de voir et on peut se dire, c'est la question qu'on se pose souvent en disant qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que si on regarde très bien, dans la plupart des pays en Afrique, les gens essayaient aussi de faire un peu certains systèmes de drainage pour aussi éviter certaines catastrophes. Mais malgré tout ça, on voit qu'il y a toujours des débordements, il y a des inondations dans plusieurs pays en Afrique. Et c'est là où revient la question où moi je me dis toujours, il faut toujours prendre un pause, regarder ce qui est arrivé et trouver des solutions à travers ça. C'est pour ça que je pense que cette émission sera très riche parce qu'on a des experts qui vont expliquer le pourquoi, parce qu'il faut savoir en amont le pourquoi ça a été fait, pourquoi on a eu à avoir ces inondations. Et à travers ça, trouver des solutions. Et j'espère que à travers cette émission, même certaines des autorités vont trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte que ces catastrophes ne continuent pas. Parce que quand vous avez parlé en disant, quand vous voyez des milliers de personnes perdent leurs biens parce qu'il y a ces inondations, etc. Mais il y a une origine, il y a le pourquoi ces inondations sont là. Et je suis là pour découvrir avec certains des auditeurs aussi, pour donner aussi mon point de vue de ce qu'on voit, parce que ça touche tellement nos cœurs et on voit ce qui se passe. Quand on voit des milliers de personnes déportées à cause des inondations, c'est déplorable. Mais il y a toujours des solutions et nous sommes heureux d'avoir aussi des experts qui vont nous expliquer plus en détail. Et les experts sont là, parmi eux, donc Samer Yahyaoui, que j'ai cité dans cette introduction, expert en hydraulique. Samer Yahyaoui, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous Abdelmalek, bonjour à notre ami chroniqueur et bonjour à nos amis auditeurs. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être ici parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, Samir Yahyaoui. Donc je le disais, le bilan est très lourd. Donc est-ce que l'Afrique, pour commencer, est-ce que l'Afrique est-elle préparée donc, à ce genre de dégâts climatiques? Effectivement, le bilan il est trop lourd pour vous répondre directement. Donc, on n'est jamais assez prêt pour faire face à ce genre de phénomène. Oui. C'est ce qu'on appelle en hydrologie des événements extrêmes. Donc, ces événements extrêmes-là, peuvent être prédits scientifiquement, mais il faut des prédispositions justement pour pouvoir y faire face. On peut les prédire, mais pour pouvoir faire face, c'est une autre paire de manches. Voilà. Quand on parle de ces inondations, et on voit que tout dernièrement, donc elles sont d'une fréquence assez élevée, donc puisque ça fait pas longtemps qu'on a déjà vécu des inondations en Afrique australe, un petit peu aussi en Afrique du Nord. On se souvient des catastrophes qui s'est produit en Libye, par exemple. Libye, oui. Même ici en Algérie, un peu partout, même en Afrique de l'Ouest, aussi du côté du Soudan et tout. On remarque même une alternance entre sécheresse et inondation également. Il y a des pays qui ont subi les deux. Et là, on se pose la question justement, d'où viennent justement ces phénomènes-là? Est-ce qu'on les a déjà vécus auparavant? Oui, effectivement, il y a des perturbations. Là, quand on voit le changement climatique global, on parle des émissions de gaz à effet de serre, il y a des perturbations des cycles pluviométriques. Donc le phénomène El Niño, par exemple, que subissent la majorité des pays qui se situent soit à l'ouest de l'Afrique ou même à l'est aussi, parce que c'est des phénomènes qui sont dus au réchauffement des eaux de surface des océans, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique aussi, même l'océan Indien. Et ces réchauffements-là induisent à des humidités dans l'air qui font que donc il y a des instabilités et des déplacements justement de ces zones pluviométriques. Et c'est ce qui fait que, justement, dans des endroits où il ne pleut pas beaucoup, on a des pluies de très forte intensité avec des durées assez conséquentes qui font des dégâts. Et surtout quand on combine ça, juste là, on est à la sortie de l'été dans la majeure partie de ces pays-là, sur l'Afrique de l'Ouest, le sol est déjà sec. Donc, quand la pluie tombe, surtout je parle des premières pluies, il y a le ruissellement qui est favorisé par rapport à l'infiltration. Donc, automatiquement, ça fait encore plus de dégâts. Et quand on parle justement, on cible du doigt justement ces phénomènes d'inondation, comment ça se produit, comment ça fait des dégâts? Eh bien, si par exemple des dispositifs de protection contre les inondations sont là, eh ben ces dégâts peuvent être minimisés. Mais le problème, c'est que dans la majeure partie de ces pays-là, les infrastructures ne sont pas à la hauteur justement de ces débits-là. Vous poser cette question donc sur l'état actuel des infrastructures hydrauliques donc dans ces pays-là. Effectivement, vous savez, nous en tant que scientifiques, lorsqu'on fait une étude, par exemple pour protéger une ville contre les inondations, une ville elle peut être traversée par un cours d'eau, par un oued. Donc la première chose qu'on fait, on cherche les historiques des enregistrements pluviométriques qui sont faits dans ces zones-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On évalue ce qu'on appelle le facteur risque. Et c'est à partir de là qu'on fixe, si vous voulez, on fixe des seuils, on fixe ce qu'on appelle des périodes de retour. Par exemple, pour un petit cours d'eau dans une petite ville, on fixe une période de retour de 50 ans. Ça veut dire quoi 50 ans? Ça veut dire sa pluie maximale. Quelle est la pluie maximale qui peut tomber dans cette région-là en 50 ans, d'après l'historique? Donc, c'est des études statistiques. Lorsqu'on fixe cette valeur-là, on transforme cette pluie en débit et on fait une simulation sur le cours d'eau naturel. Et à partir de là, on voit directement, avec ce débit-là, où est-ce que ce cours d'eau peut déborder. C'est à partir de là qu'on fait une cartographie et on se dit que voilà, donc on met une cartographie. On dessine directement en vert et en rouge. Ça veut dire tout ce qui est en vert, c'est une zone qui est non inondable. Et en rouge, c'est les zones qui sont vulnérables. C'est les zones qui peuvent être inondées en cas de crue. Et à partir de là, justement, il y a normalement des dispositions qui doivent être prises en considération. Des aménagements, donc on peut rehausser les berges, on peut par exemple prévoir des ouvrages comme des ouvrages de stockage, par exemple des retenues collinaires, des barrages à l'amont de cette ville. Il y a même ce qu'on appelle des bassins de retenue d'eau pluviale. Donc il y a une multitude, c'est du cas par cas, donc je parle en général, mais c'est du cas par cas. À partir de là, on peut protéger effectivement cette ville-là contre les inondations. Mais automatiquement, je pense qu'il n'y a pas de ville où il n'y a pas un minimum de ces ouvrages-là. Mais le problème qui se pose actuellement avec les nouvelles donnes
météorologique et hydrologique, c'est qu'on parle actuellement de l'hydrologie des extrêmes. S'il y a des études qui ont été faites il y a 30, 40 ans, 50 ans de cela, pour dimensionner un canal qui traverse une ville, eux, ils se sont peut-être basés sur des méthodes classiques pour estimer cette pluie-là dont je vous ai parlé. Mais quand on parle de l'hydrologie des extrêmes, donc c'est une autre modélisation, une autre façon de faire, eh ben ces valeurs-là sont encore plus accentuées. Oui. Et il se trouve que les ouvrages qui ont été conçus avec des méthodes classiques ne peuvent plus subvenir. Donc ça veut dire que automatiquement ces ouvrages-là ne peuvent plus protéger, donc il y a des débordements. C'est ce qui se passe réellement sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de concevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure en coulisses, c'est de concevoir de nouvelles cartes d'inondabilité. Oui. Ça, c'est très important. Et comme ça, même le citoyen, il doit être en quelque sorte inclus dans cette démarche pour qu'il sache que, par exemple, s'il a des biens dans une zone inondable, il doit prendre en considération ça et il doit automatiquement savoir que si l'État lui demande de quitter ou de déplacer en quelque sorte son bien, c'est pour son bien. Voilà. Oui. C'est pour protéger des vies. C'est un peu sensible. C'est là où ça revient parce que si on regarde... on peut dire la mentalité en Afrique, je pense, j'espère, parce qu'eux, ils vont plus sur le terrain, ils vont en dire encore plus. C'est-à-dire que quand on regarde la mentalité qui est en Afrique, quand par exemple il a parlé de ce système-là en disant, quand on parle à certaines de populations, on leur dit que l'endroit où tu es en train de construire, où tu prévois de construire, c'est une zone à risque. Oui. Souvent, on a cette mentalité à se dire, c'est là où on revient toujours, la plupart, surtout en Afrique, c'est là où on est plus religieux que dans d'autres continents. On va se dire, non, c'est Dieu qui protège. Parce qu'on s'est dit, par exemple, on prend un exemple, s'il a un bien, il évalue son bien à certains millions de dinars ou d'euros, on ne sait pas. Quand tu vas lui dire que son bien qu'il a estimé à certains millions de dinars ou d'euros, ça vaut rien en réalité parce que en réalité c'est une zone à risque, il ne peut pas construire à travers ça. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des systèmes de drainage parce que non seulement s'il construit, il va contribuer aussi à la destruction des biens des autres personnes. Moi je me rappelle un jour j'avais vu dans un documentaire où on était en train de montrer l'inondation en quelque sorte qui commence à se passer, etc. J'étais intéressé par un petit geste qu'une personne avait fait, c'est-à-dire qu'il y avait des inondations, l'eau montait, mais il y avait une personne qui était en train de... C'était donc le système de canalisation, ils étaient un peu bouchés. C'est-à-dire colmaté. Voilà, colmaté. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui s'est arrêtée avec sa voiture et puis il a porté ses gants, il est allé, il a enlevé les déchets pour déboucher un petit peu. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que toute l'eau qui était là, qui allait causer des dégâts, il a filtré, il a continué son chemin. C'est comme si l'eau lui demandait en disant « Donnez-moi mon chemin et je vous laisse tranquille ». C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour vous détruire. J'ai un chemin à prendre, moi je vais prendre mon chemin et partir. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de la part de la population. C'est-à-dire que arriver à avoir cette sensibilisation, c'est-à-dire que même moi je me mets à la place de la personne. Si j'avais un terrain et qu'on venait me dire ton terrain finalement en fait c'est une zone à risque, tu peux rien faire parce que au fur du temps tu vas finir par te détruire, tu vas détruire aussi des personnes autour de toi parce qu'il faut comprendre que ça détruit pas que son bien, mais ça va détruire aussi l'entourage qui est à côté de lui parce que si l'action n'est pas faite et qu'il ne permet pas qu'il y ait ce côté-là, le drainage, etc., ces systèmes que les experts doivent établir pour contribuer à ce que la mère nature, comme je peux dire, continue avec son chemin parce que lorsqu'il y a des inondations, il faut comprendre qu'il y a un problème, comme vous l'étiez en train d'expliquer, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'à travers ce problème, il y a toujours de solutions à faire. C'est-à-dire qu'il y a cette côté sensibilisation où les gens doivent comprendre. C'est-à-dire qu'en regardant à travers ça, je pense que toute personne, toute population, il a un rôle à jouer en quelque sorte. Oui, exactement. Donc, chers auditeurs, nous avons aussi avec nous Nazim Sini, qui est spécialiste des questions en lien avec le changement climatique et les retombées justement de ce changement climatique donc sur l'économie de ces pays. Nazim Sini, bien le bonjour à vous. Bonjour, et je voulais saluer l'ensemble de vos invités sur le plateau, dont notamment Samuel qui est un ami et l'ensemble de vos chroniqueurs. Merci énormément. Bonjour, alors c'est tout le plateau qui vous dit bonjour. Nazim, justement en parlant de ce changement climatique, est-ce que j'ai posé la question à Samir Yahyaoui concernant la préparation, est-ce que le continent africain est prêt à faire face à ces inondations? Je vous pose la même question mais sous une optique un tout petit peu économique. Est-ce que le continent africain est prêt économiquement à faire face à ces inondations? Écoutez, pas du tout. On va essayer de dire les choses clairement et sans équivoque. C'est que vous savez aujourd'hui, d'après l'Organisation météorologique mondiale, donc l'OMM,
ils estiment que le coût de l'adaptation est estimé entre 30 et 50 milliards de dollars par an. Vous imaginez pour la prochaine décennie, si on veut permettre à l'Afrique uniquement subsaharienne de pouvoir s'adapter au changement climatique. Et puis j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur votre plateau parce que vous savez, on a tendance à croire que le réchauffement climatique c'est uniquement des épisodes de sécheresse, d'incendie, de hausse de température, mais on oublie que l'Afrique est concernée aussi par des épisodes orageux violents qui génèrent justement des inondations et parfois même des désastres sur les infrastructures et sur les populations. Donc aujourd'hui, vous savez, le coût du réchauffement climatique et du changement climatique, c'est à peu près dans les 100 milliards de dollars par an uniquement en Afrique. 100 milliards de dollars. Donc vous imaginez, c'est l'équivalent plus ou moins du PIB de la Tunisie. Pour les prochaines décennies, donc à l'horizon de 2030, on estime que ce coût va doubler avec notamment une intensification des épisodes météorologiques en lien avec le changement climatique. Aujourd'hui, ce qui manque clairement, c'est en plus d'une vision et d'une feuille de route, c'est aussi des financements. Parce que s'adapter et reconstruire quand on est face et quand on est confronté au changement climatique, ça nécessite des financements hors normes. Il va falloir investir pratiquement 3% du PIB africain pour pouvoir justement faire face et surtout sensibiliser les populations. Parce qu'il y a tout un travail aussi de vulgarisation auprès des populations locales qui sont les premières victimes. Alors, il y a aussi les entreprises, puisqu'on sait qu'on a pas mal de secteurs économiques qui vont être impactés, comme le tourisme, l'agriculture. Nous allons peut-être même aussi devoir déplacer certaines industries qui sont dans des zones inondables ou qui sont dans des zones qui seront concernées par le rehaussement du niveau de la mer. Et donc, tous ces éléments ont un coût. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'Afrique a une voix qui est portée au niveau des instances internationales, notamment aux Nations Unies. On voit une participation massive des pays africains aux différentes COP, donc ces fameuses conférences internationales en lien avec le climat. Donc la prochaine qui aura lieu en novembre en Azerbaïdjan. Et ce qu'il va falloir maintenant, c'est faire activer des leviers diplomatiques, parce qu'il y a des financements qui existent, il y a des mécanismes qui sont d'abord financés par les pays occidentaux, qui, je le rappelle, sont à l'origine de ce que nous vivons actuellement, ce bouleversement climatique. Mais la chose dont on a aujourd'hui des difficultés, c'est comment accéder à ces financements et comment les attirer vers les pays africains. Donc pour moi aujourd'hui, il va falloir passer par 3 axes majeurs. C'est d'abord la prévention, l'adaptation et puis aussi la réduction de nos gaz à effet de serre. D'accord. Et quel type, Nazim Sini, d'investissement en infrastructure serait nécessaire pour prévenir donc ces catastrophes ? D'abord, la première chose, c'est, vous savez, nous avons d'abord un urbanisme en Afrique qui a été mal pensé. Donc ça veut dire que en fait, on estime que le nombre de victimes est aussi exacerbé par une surpopulation et une densité urbaine qui est très importante. Mais à mon sens, d'abord, il va falloir revoir l'ensemble de nos infrastructures, soit les déplacer pour certaines, soit les fortifier pour les autres, mais aussi parce que on sait qu'on ne va pas échapper à ces bouleversements. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra pas arrêter ce cataclysme qui est en train de se dérouler. En revanche, il va falloir s'y préparer. Et comment on s'y prépare ? Il faut impliquer les assureurs, il faut impliquer les collectivités locales, les pouvoirs publics. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on mette en place un système d'alerte. Vous savez, en Algérie, nous avons les BMS, les bulletins météorologiques spéciaux. Il faudra le généraliser au niveau de l'Afrique. À chaque fois que nous avons des données météorologiques qui peuvent impacter une localité, que les populations locales soient informées et qu'elles aient le temps de s'y préparer ou de se confiner. C'est ce qui se fait notamment aux États-Unis à l'approche d'une tornade ou en Europe quand il y a justement des précipitations assez fortes. D'ailleurs, récemment, nous l'avons vécu il n'y a pas très longtemps en Belgique, il y a quelques années, où les cours ont été arrêtés en plein milieu de la journée parce qu'il y avait un épisode orageux très violent qui a été annoncé. Donc, vous voyez, il y a des choses que l'on peut mettre en place, mais d'un point de vue infrastructurel, il va falloir revoir l'ensemble de notre copie en fortifiant justement les routes, les autoroutes, et puis pourquoi pas commencer à déplacer déjà les populations vers d'autres zones qui seraient moins risquées. Exactement, et on voit aujourd'hui, Nazim Sini, que ces inondations affectent même donc la rentrée scolaire. Au Niger, par exemple, la rentrée scolaire a été reportée, la rentrée politique, la rentrée donc sociale, la rentrée universitaire. Donc on voit véritablement que ces inondations bloquent l'économie de tout un pays quand même. Donc comment la communauté internationale peut-elle aider ces pays-là affectés à mieux se préparer à l'avenir ?
Écoutez, pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que ces pays-là, d'abord, détiennent une expertise, ils ont des laboratoires, ils ont des modèles d'analyse et de calcul très poussés, notamment avec de l'intelligence artificielle. Et moi, je regrette que nous n'ayons pas une coopération qui soit un peu plus consolidée avec certains pays occidentaux qui peuvent justement travailler en étroite collaboration avec des laboratoires africains ou notamment les services météorologiques africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, aujourd'hui, pour moi, je crois dans une solution africaine pour les Africains. Nous n'avons pas besoin des Occidentaux pour juste venir nous faire un chèque et puis venir enterrer les décès avec nous. C'est pas le propos. Pour moi, il va falloir une solution d'abord économique, c'est-à-dire une contribution donc des pays occidentaux dans les phases de reconstruction, mais aussi qu'il y ait un travail de projection et de prospective. En fait, aujourd'hui, ce qu'on manque cruellement, c'est de retour d'expérience, parce qu'aucun pays aujourd'hui n'est véritablement prémuni contre le cataclysme du réchauffement climatique et des changements climatiques. Oui. Mais là où il y a vraiment une piste à explorer, c'est qu'il va falloir justement renforcer, travailler sur des sujets communs, également mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que l'agriculture africaine puisse s'adapter, également travailler avec des experts internationaux pour pouvoir tracer justement une stratégie intercontinentale de lutte contre le réchauffement climatique et puis surtout accompagner le continent africain dans sa transition énergétique pour basculer vers des énergies renouvelables parce que comme je vous l'ai dit, nous allons devoir nous aussi porter notre part du fardeau en réduisant nos gaz à effet de serre. Exactement. Samuel Akizimana, pour rebondir peut-être sur les propos de Nazim Sini. Oui, effectivement, parce qu'on est tout à fait d'accord avec lui, ce qu'il est en train de dire, parce que, vous savez, moi j'aime toujours dire il faut que l'Afrique s'identifie à certains modèles de réussite. Vous savez, il faut que nous sortons du côté où on attend que les solutions viennent de l'extérieur. En fait, c'est comme si on attend toujours des réponses qui doivent venir de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est aux Africains de répondre aux problèmes des Africains. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité. En parlant des modèles de réussite, c'est-à-dire que à chaque fois, il faut regarder quand le Japon est attaqué par des tsunamis, etc. C'est des catastrophes sur lesquelles je pense que si ça arrivait en Afrique, ça va être encore plus désastreux. Mais il faut regarder à quel moment ils puissent comment ils s'adaptent et comment ils arrivent à se relever. C'est-à-dire qu'on peut parler sur le côté financier, les moyens, etc. C'est vrai qu'en Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on a ces responsabilités à faire. C'est-à-dire que il faut que nous commençons à regarder actuellement en disant, c'est-à-dire que si on regarde par exemple les causes des inondations, parmi les causes des inondations, quand on regarde l'urbanisation non planifiée, etc. Comment on peut donner à construire certains villes qui sont en train d'émerger parce qu'on sommes dans des pays émergents actuellement. On donne des terrains à construire dans des zones à risque, alors qu'on sait déjà que c'est des zones à risque. C'est-à-dire qu'il y a une autre part des responsabilités, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a des systèmes de drainage obsolètes. Et c'est déplorable des fois d'aller dans certaines villes en Afrique où on voit les caniveaux sont totalement bouchés. C'est totalement bouché à tel point que les gens peuvent marcher au-dessus des caniveaux. Comment on peut voir ça? C'est-à-dire qu'on a notre part de responsabilité. Oui. Si on regarde ce qui suit en Afrique, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer si on ne prend pas notre responsabilité. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'on a déjà, on doit l'innover, on doit prendre nos responsabilités. Il y a beaucoup de choses à faire, mais nous devons regarder, penser africain, regarder, on a des experts. Il faut surtout une des choses aussi, je me rappelle, on avait fait un débat un jour avec certains des amis, on était en train de discuter, où on se disait, il faut que nos gouvernements puissent commencer à valoriser le potentiel humain africain. C'est-à-dire que dans ton pays, tu as des ingénieurs, ils sont là, ils font du travail. C'est-à-dire que il faut les écouter, ils sont là parce qu'ils ont ces capacités. Il faut les utiliser. C'est-à-dire que les responsabilités, parce que je pense que les solutions peuvent différer d'un pays à un autre. Parce que si on regarde, il y a certaines solutions, moi je pense que les experts vont en plus en parler sur ça. Il y a des solutions adaptées selon les régions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions. Mais à travers ça, il faut consulter ses propres enfants, parce que la solution vient de ce genre-là. Nous avons des ingénieurs, c'est-à-dire que les responsabilités doivent, parce que oui, l'Afrique, on est en train de subir, parce que comme l'expert a pu le dire quand on était en coulisses, il a dit que l'Afrique contribue aux échappements des effets de serre à hauteur de seulement de 4%. Oui, alors que l'Occident, nous sommes en train de subir ce que l'Occident a déjà mis en place. C'est-à-dire que, mais à travers ça, nous devons nous adapter, nous devons trouver des solutions. Mais à travers ça, c'est-à-dire que la responsabilité revient aux politiques de chaque pays,
à collaborer avec ces ingénieurs pour trouver des solutions. Parce que il faut que nous sortons de l'optique où en Afrique, on aime agir quand la catastrophe est là. Par exemple, là, ça a fait du bruit. Moi, je vais dire, on peut regarder. En fait, nous, on aime réagir quand ça fait du bruit. Mais je suis sûr et certain que si on regarde dans différents pays, il y avait toujours des études faites par des spécialistes de certains de ce pays-là pour alerter le gouvernement en disant, si on fait pas attention, telle chose va arriver. Oui. C'est-à-dire que nous devons sortir du côté où nous sommes là pour réagir quand il y a la catastrophe. Oui, on donc peut pas prévenir avant de lutter. Oui, c'est-à-dire que nous devons être capables en disant, comme l'expert il a dit quand on a commencé l'émission en disant il y a des prévisions établies sur 5 ans, c'est-à-dire sur 50 ans, c'est-à-dire qu'on peut voir en disant il y a telle crue d'eau, etc., la quantité à chaque année. Donc il y a des prévisions qui sont là dans certains pays. Oui, je vous donne un exemple. Oui, la catastrophe qui s'est produite par exemple en Libye la dernière fois. Vous savez, quand on conçoit un barrage d'eau, donc la digue, généralement on prend une période de retour de 1000 ans. Ça veut dire que c'est la pluie maximale qui peut tomber en 1000 ans. Et ben malgré ça, donc le barrage il a cédé. Ça veut dire que la pluie qui est arrivée avec la fameuse tornade qui s'est produite, d'ailleurs c'est rare de trouver ce genre de phénomène en Méditerranée. Et ben ça regagne la Libye. Et ben vous imaginez. Donc il y a le barrage qui a cédé et ça a fait ces dégâts-là. Donc vous savez, donc il y a ce qu'on appelle l'hydrologie des extrêmes. Donc c'est quelque chose qu'on doit maintenant intégrer dans ce qu'on appelle dans la modélisation et dans l'élaboration de ce qu'on appelle les cartes d'inondabilité. Moi je trouve ça très 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 important. Chaque pays doit avoir donc ces fameuses cartes d'inondabilité à l'échelle locale, vraiment à l'échelle locale. Je pense qu'il faut les afficher pour que les citoyens eux-mêmes sachent où est-ce qu'ils se trouvent. Parce que vous savez, on en a parlé tout à l'heure. On dit qu'un cours d'eau reprend toujours son chemin. Oui. Même s'il reste, donc ça reste des milliers d'années, des centaines, des milliers d'années, sans jamais couler, mais au bout d'un moment, ça va couler. Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. J'aimerais qu'on parle à présent de la source, de l'origine de ce problème récurrent en Afrique, de ces inondations. Et avec nous, un climatologue pour bien parler sur ce sujet. Donc, c'est le docteur Fomba Rodrigue Ebe, climatologue et consultant en changement climatique. Docteur Fomba, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer les principales causes climatiques derrière les inondations donc récurrentes dans la région du Sahel et en Afrique subsaharienne? De façon générale et simplifiée, les principales causes des inondations de ces jours dans la zone saharienne et saharienne de l'Afrique, qui touche plusieurs pays, sont liées aux pluies excessives et rapprochées dans le temps. L'intensité de ces inondations est amplifiée en zone urbaine par les mauvais plans d'occupation des sols. Alors, de façon plus spécifique, nous disons que le réchauffement climatique que connaît la planète depuis le début du siècle, et d'ailleurs depuis le XXe siècle, a une incidence indéniable sur le comportement et la dynamique beaucoup imprévisible et extrême des paramètres météorologiques qui régissent l'ambiance climatique dans toutes les zones climatiques du globe. Dans la zone du Sahel et du Sahara, en l'occurrence, on a observé une tendance à l'amplification des conditions d'augmentation des températures suivies d'assez brefs mais très significatives pour ce domaine d'épisodes de pluie intenses. En effet, la zone sahélienne africaine a, après une saison sèche prolongée, connu des précipitations tout aussi inhabituelles liées à la remontée du front intertropical au-delà de 20 degrés de latitude, c'est-à-dire vers les tropiques, poussées par une mousson guinéenne chargée d'humidité un peu plus que d'habitude. Les sols argilo-sableux, c'est-à-dire qu'on appelle dans certaines zones comme au Cameroun les carales, s'étant beaucoup plus asséchés du fait de la longue saison sèche, ont dû faire face à un apport considérable et en peu de temps d'eau de pluie. Il y a une mousson, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui a résidé pendant plus longtemps dans la zone sahélo-saharienne. Ainsi, en raison d'un faible taux d'infiltration, la stagnation de l'eau s'est développée ou encore plus des débordements des cours d'eau. Par exemple, là où les vieilles digues
de plusieurs décennies ont cédé sous la pression des flots occasionnant des inondations spectaculaires, comme on l'a vu dans la plaine du Logone, au Cameroun, au Tchad et bien ailleurs. Donc merci docteur Fomba, restez en ligne avec nous, nous reviendrons vers vous, Samir Yahyaoui, peut-être pour commenter donc, les dires du docteur. Eh ben effectivement, donc ce qu'il a expliqué, donc scientifiquement, c'est ça. Donc la récurrence ou la fréquence de ces pluies-là, elle est inhabituelle effectivement dans certaines régions. Elle est affectée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le phénomène El Niño. Et il y a aussi le front des tropiques aussi dont il a parlé. Oui. Il y a aussi les effets, les changements des régimes des moussons. Oui. Et bon, le mousson en Afrique de l'Ouest, il est essentiel pour les précipitations dans la région. Avec le réchauffement des océans, notamment l'océan Atlantique et même l'océan Indien, et ces régimes de mousson deviennent plus instables et ils peuvent provoquer des pluies excessives, comme oui. Ça a été le cas donc, en Afrique de l'Ouest. Et les vents de mousson, en interaction avec les températures de surface de mer, donc influencent l'intensité et la distribution des pluies. Donc c'est effectivement ça qui a contribué justement à avoir ces inondations-là. Et surtout, ce qu'il a précisé, c'est que ça vient juste après une longue période de sécheresse. Donc quand le sol, comme je l'ai dit, il est déjà sec, donc ça accentue considérablement le ruissellement par rapport à l'infiltration ou l'évaporation. Donc automatiquement, il y a beaucoup de volumes d'eau qui ruissellent et qui sont plus appelés à faire des inondations plutôt qu'autre chose. D'accord. Docteur Fomba, vous êtes toujours avec nous, donc en direct depuis Yaoundé au Cameroun. Justement, que pensez-vous? Donc, est-ce que les gouvernements donc de la région, des régions donc touchées sont suffisamment préparés pour faire face à ces événements climatiques extrêmes? Et que recommanderiez-vous donc pour améliorer la résilience des populations et des infrastructures face aux inondations? Les gouvernements ne sont pas bien préparés pour faire face à cette situation, d'autant plus que dans la plupart de ces pays, ces zones sont oubliées par les investissements en termes d'infrastructures, de projets et de ressources humaines qualifiées pour adresser ces risques. En effet, si les gouvernements de la région étaient suffisamment préparés pour faire face à ces événements extrêmes, on ne verrait pas ces risques et ces catastrophes climatiques se répéter avec autant de sévérité et parfois aux mêmes endroits, comme si rien n'a été dit et n'a été fait auparavant. Aussi, on n'aurait pas à déplorer quasiment chaque fois autant de pertes et de dommages et face auxquels l'opinion nationale voire internationale s'indigne à chaque fois. Et après, on recommence, le même scénario se reproduit. Ainsi, pour améliorer la résilience des populations et des infrastructures face aux inondations, nous recommandons plusieurs mesures au gouvernement. Principalement, nous encourageons les gouvernements de cette zone sahélienne et saharienne, et d'ailleurs tous les gouvernements africains, à généraliser l'élaboration et la mise en œuvre des plans locaux et communautaires d'adaptation au changement climatique. J'ai dit les plans locaux et communautaires et non les plans nationaux. Parce que les plans nationaux sont beaucoup plus généraux. Ils ont été élaborés, les effets dans les terroirs sont peu visibles, mais en allant vers les plans locaux et communautaires, on peut apporter plus de solutions contextualisées aux inondations et à d'autres effets des changements climatiques. En plus, les populations doivent faire recours aux mesures d'adaptation à base communautaire en puisant énormément dans leurs savoirs ancestraux ou endogènes. Donc, de façon maintenant générale, nous pouvons ajouter à l'attention des gouvernements qu'ils doivent mettre en œuvre des solutions généralement connues comme les dispositifs de veille météorologique et climatique par zone climatique, l'opérationnalisation des systèmes d'alerte précoce, la capacitation des élus locaux dans la gestion des risques, la sensibilisation et les formations ciblées des populations à risque. Exactement. Je reviens vers vous, Samir Yahyaoui, justement en parlant des recommandations donc, du climatologue, le docteur Fomba Rodrigue Aimé. Donc, êtes-vous d'accord à 100% avec lui? Il est toujours en ligne avec nous.
Oui, oui, d'accord. Vous savez, il a insisté sur un point très très important en parlant des plans locaux. Oui. De protection ou d'adaptation par rapport au changement climatique. Et bien effectivement, dans certains pays, vous savez, chaque région a sa propre vocation. Oui. Donc il faut justement établir ce qu'on appelle des plans locaux d'adaptation. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on conçoit un barrage une retenue d'eau, eh ben c'est vrai qu'on protège la ville qui se trouve en bas contre les inondations, de une. De deux, on se permet quand même d'avoir une certaine réserve. Mais il y a aussi des répercussions. Il se trouve que peut-être il y a des terrains agricoles qui se trouvent en aval, où le fait de construire une digue, eh ben, là, il y a une baisse de fertilité en bas. Oui. Donc il y a toujours Donc ça veut dire que il faut toujours trouver des solutions. Par exemple, prévoir des lâchers de barrages comme ça pour pouvoir alimenter les eaux souterraines, pour qu'il n'y ait pas un tarissement, par exemple, des forages qui se trouvent en bas. Il y a même une expérience qui a été faite ici en Algérie, à la Metidja, par exemple, avec une multitude d'ouvrages qui est sur Oued El Harrach, par exemple. Et il y a eu ce qu'on appelle des bassins. On a conçu ce qu'on appelle des bassins d'alimentation, pour les eaux souterraines. Donc c'est des petits bassins où l'eau s'infiltre. Donc il y a une petite quantité qui est déviée du cours d'eau qui alimente ces bassins-là, et ces bassins-là alimentent directement les nappes d'eau souterraine. Ça, c'est des stratégies d'adaptation, parce que au bout d'un moment, les gens ont carrément abandonné leur terrain, puisque les forages ne captent plus d'eau. Mais en faisant justement ça, c'est des petites quantités qui sont tirées des oueds, du cours d'eau, et ben on arrive quand même à remonter le niveau de la nappe, et les gens ont repris leurs activités agricoles. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire comme ça, en l'intégrant bien sûr dans un plan, pour pouvoir s'adapter justement à ces changements climatiques. Parce que le problème, c'est que ces inondations-là arrivent très rarement. Oui. Et quand on conçoit comme ça on va dire des projets d'une manière radicale, eh ben ça peut avoir des répercussions négatives. Oui. Où le citoyen n'adhère pas forcément, comme l'a dit notre chroniqueur tout à l'heure, n'adhère pas forcément à ces stratégies-là. Mais quand on sensibilise le citoyen en lui disant, voilà ce qui peut arriver, mais en contrepartie, voici ce que je vous propose, eh ben les gens, au bout d'un certain moment, peuvent adhérer, et bien sûr, donc la stratégie, elle va être mise en place d'une manière assez objective. Samuel Akizimana, donc le changement climatique, c'est aussi un problème de sensibilisation. Oui, c'est un problème de sensibilisation, parce qu'il faut comprendre que c'est là où c'est un peu compliqué pour la population africaine, c'est-à-dire que lui dire qu'il doit subir sur certaines choses que lui, il n'était pas préparé. Parce qu'il était dit depuis des générations. Vous savez, quand vous parlez avec des personnes, il te dit depuis des générations en génération, ce que tu es en train de me dire, ça s'est jamais produit. Comment tu veux que ça se produise? C'est-à-dire que lui dire qu'il va subir sur des choses que il y a une certaine génération qui n'ont pas vu, c'est-à-dire ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est là où moi je reviens, je suis tout à fait d'accord avec l'expert, parce que quand il a dit il faut juste savoir comment communiquer avec cette population, c'est-à-dire qu'il y a une manière de le faire, c'est-à-dire que s'il comprend que c'est dans son intérêt, il va adhérer sûr et certain, c'est-à-dire que le côté où il doit voir que si je le fais pas, je vais subir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des solutions à apporter à travers ça. Par exemple, la solution qu'il est en train de dire, l'exemple qu'il était en train de dire, c'est génial. Parce que moi-même, en l'entendant, je me dis, si des gens entendaient ça, ça va aider aussi certaines régions sûrement en disant, on peut adapter la même solution pour faire en sorte que le côté agricole puisse continuer. Il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui vivent seulement de l'activité agricole. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. D'où les experts sont importants, et surtout les experts dans certaines régions, parce qu'ils connaissent les réalités de certaines régions. Ils savent ce qui se passe par là. Donc, il y a des solutions à apporter. Donc, la sensibilisation est très, très importante. Pourquoi ? Parce que la façon de communiquer avec une personne, c'est-à-dire que la personne c'est pas que la personne n'est pas d'accord, c'est que la personne n'arrive pas à comprendre ton information. C'est là où les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que quand on explique à une personne en disant, si tu le fais pas, etc., tu vas il y a une catastrophe qui va se produire, etc., c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre l'information. Oui. Et trouver la bonne manière pour que la personne puisse comprendre l'information. Et lorsqu'il a compris cette information, il va sûrement adhérer. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime dire beaucoup cette phrase en disant que la communication est une arme de construction massive. C'est-à-dire que il faut que cette communication, il puisse la comprendre en disant c'est pour construire, c'est pour son avenir. C'est ça qui est le plus important. Exactement. Et en parlant justement de stratégie, je me tourne vers notre expert en climatologie, donc le docteur Fomba
Rodrigue Aimé, docteur, quelles sont les stratégies de prévention qui pourraient être mises en place à l'échelle régionale? Quasi-totalité des prévisions concordent sur le fait que dans la zone sahélienne et saharienne de l'Afrique, dans tous ces pays, les inondations vont augmenter au cours des prochains jours, au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, tant en termes d'occurrence qu'en termes d'intensité. Et donc, la conséquence, c'est que les dommages et les pertes vont être davantage importantes. Donc, comme nous l'avons dit, la solution pour sortir de cette impasse réside dans la prévision, mais surtout dans la prévision à travers des actions locales et maintenant aussi à travers des actions régionales, c'est-à-dire à travers non seulement les plans locaux d'adaptation, mais aussi des plans régionaux qui doivent être en synergie, tant au niveau des pays qu'au niveau de toute la zone sahélienne et saharienne. Et c'est à ce niveau que certains grands programmes bénéficiant des divers financements climatiques ou d'autres financements au titre de coopération multilatérale ou bilatérale peuvent rentrer en jeu. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Fomba. Donc, Rodrigue Aimé, je rappelle que vous êtes climatologue et consultant en changement climatique. Samir Yahyaoui, pour rebondir sur les stratégies proposées par notre cher climatologue, le docteur Fomba, Rodrigue Aimé, et puis on clôt l'émission. Oui, effectivement. Donc, j'adhère pleinement à ce qu'il a proposé. Proposer justement ces stratégies-là va aider considérablement, non seulement à aider les populations, justement, à préserver les populations, et aussi les biens de ces populations-là. Oui. Je le dis et je le répète, c'est pas chose facile de faire face à ces événements qui viennent comme ça subitement. On parle de mécanismes d'alerte. Ça, il y a des pays qui n'en ont pas, malheureusement. Les mécanismes d'alerte doivent être conçus en collaboration avec des experts locaux, des experts nationaux. Donc il y a toute une stratégie qui doit être mise en place pour pouvoir concevoir ce genre de mécanisme d'alerte. Il doit y avoir des stations, des stations météorologiques placées un petit peu partout. Il doit y avoir des stations automatisées pour enregistrer les différents paramètres, donc température, humidité, tout ce qui s'ensuit, pour concevoir justement une base de données qui nous permettra de prédire justement ce genre de catastrophes. Et puis, dès que ça arrive, il doit y avoir aussi des cellules de crise qui doivent être déclenchées tout de suite pour minimiser justement les dégâts. Parce que plus le temps d'intervention est rapide, plus les dégâts seront minimes. Oui, exactement. Effectivement, c'est comme ça que on pourra peut-être faire face à ce genre de catastrophes qui arrivent pas seulement en Afrique de l'Ouest, pas seulement dans notre continent, mais un peu partout. Mais le souci est de savoir justement faire face à ce genre de phénomène. Et pour faire face à ce genre de phénomène, la solution ne peut être que africaine. C'est ainsi que s'achève cette émission, chers auditeurs, dans Carrefour de l'Afrique. Dans ce nouveau numéro, nous avons abordé les inondations. Je tiens à remercier l'expert en hydraulique Samir Yahyaoui pour son intervention. Je remercie également notre climatologue, expert en changement climatique, le docteur Fomba Rodrigue Aimé. Je tiens aussi à remercier Nazim Sini, spécialiste des questions en lien avec le changement climatique et les retombées de ce changement climatique sur l'économie. Et un grand merci aussi à notre chroniqueur FRI FM, Samuel Akizimana, d'avoir aussi participé avec nous dans ce débat. C'est la fin de cette émission, donc vous pouvez la réécouter sur les ondes de notre radio FRI FM et puis sur nos réseaux sociaux, notre site web www.frifm.com et notre application FRI FM disponible sur le Play Store. Merci.